Emmanuel Nakache, alors vous venez de réaliser un film qui s'appelle Qui donne? Voilà, donc c'est la vraie prononciation, mais on pourrait dire en français qui donc, mais qui est-ce? Tout à fait, tout à fait. C'est un double sens en français qui est encore plus intéressant qu'en hébreu. Qui donne, c'est un mot hébreu qui veut dire baïonnette ou javelot, qui est le nom des unités des James Bond du Mossad, les 00 des services secrets israéliens. Et le film étant une interrogation sur cette identité, c'est effectivement ça tombe bien. Alors, avant de parler de ce film, vous n'êtes pas de la famille des Nakache, Géraldine Doussat, parce que ça ne s'écrit pas pareil. Ça ne s'écrit pas pareil. C'est vrai, quand on le dit, on pourrait le croire. Oui, non, c'est vrai, on me demande souvent, oui. Mais non, il n'y a pas de lien familial, même si j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'aurais bien aimé les avoir comme cousins, mais non, on est... Alors, on va parler donc de ce film, Qui donne. Alors, Qui donne, c'est un film qui est une comédie d'espionnage, on peut dire ça comme ça? Tout à fait. Oui. Alors, est-ce que y a eu un moment où vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que la comédie prend le pas sur l'espionnage ou l'espionnage prend le pas sur la comédie? C'est une question que je me suis longtemps posée jusqu'au moment du montage pratiquement. C'est-à-dire que aussi bien au niveau à l'écriture qu'au travail avec les acteurs, le dosage de drame et de comédie, c'est quelque chose qui est toujours à l'esprit pour pouvoir garder justement quelque chose d'homogène, de cohérent et qui soit ni caricatural ni grotesque, mais l'élément comique était vraiment important, déjà parce que c'est ce que j'aime faire et parce que cette histoire qui est inspirée d'un fait divers avait dans son ADN beaucoup d'éléments comiques que je voulais absolument, qui m'avaient beaucoup inspiré pour faire le film. Aussi bien sur parce qu'on parle d'un fait divers qui a eu lieu en janvier-février 2010 où des agents du Mossad ont été, enfin en tout cas des supposés agents du Mossad ont été accusés d'avoir assassiné un homme à Dubaï et tout ça était basé sur des caméras de sécurité vidéo dans l'hôtel à Dubaï, dans l'aéroport, dans la ville que la police locale avait recoupé et avait identifié ces gens pendant qu'ils suivaient la victime, déguisés en joueurs de tennis parfois, rentrant dans les toilettes et ressortant déguisés autrement. Et tout ça, ça avait un côté très pieds nickelés, que moi, voilà, c'est un univers dans lequel j'ai grandi, pas l'espionnage, mais les pieds nickelés en l'occurrence. Et j'avais envie de raconter une histoire qui souligne ce côté un peu bras cassé d'une opération qui dans la réalité marque un avant et un après, si c'est effectivement les services secrets israéliens qui ont fait ça, mais en tout cas qui que ce soit, le fait qu'on ne puisse plus rien faire nulle part sans être à la merci des caméras de sécurité qui sont installées partout sur la planète aujourd'hui et des logiciels, des technologies qui permettent de recouper avec une telle rapidité, une telle puissance tout type d'informations et de repérer des gens, de repérer biométriquement des visages et ça. C'est un vrai challenge, je pense, pour les voleurs, les escrocs, les agents secrets, et puis les maris infidèles et tous les gens qui... Et donc je pense que ça marquait vraiment un tournant dans notre quotidien et c'est pour ça que j'ai été amené à m'y atteler. Et en tout cas, justement, un fait divers, mais qui paraît vraisemblable quand même. Un fait divers... Parce que c'est quand même incroyable qu'il y ait des gens qui aient voulu justement faire croire qu'ils avaient assassiné quelqu'un, tout en le reconstituant aussi, en jouant le personnage. Vous les avez rencontrés, toutes ces personnes, ou certains, non? Non, moi j'ai pas, je pense que eux n'auraient pas voulu si. Non, moi je me suis beaucoup, j'ai lu tout ce qui a pu être écrit à l'époque sur ça. Dans la réalité, parce que dans la réalité, il y a vraiment eu assassinat. Alors, que ce soit par le service secret israélien ou par quelqu'un d'autre, la personne en question, qui est un haut dignitaire du Hamas palestinien, a été assassiné dans une chambre d'hôtel et ça a été couvert sous forme on a voulu faire croire que c'est une crise cardiaque et ensuite on s'est rendu compte que c'était vraiment un meurtre. Donc c'était à la base quelque chose de très sérieux et je pense pas que même si j'avais eu accès à la vraie identité des commanditaires, qu'ils auraient accepté de me rencontrer mais moi j'avais envie de raconter, de partir de cette histoire des éléments vrais, à savoir les caméras de sécurité et toutes ces images qu'on avait vues dans les journaux télévisés.
et raconter une version qui n'a rien à voir du tout avec la version officielle et qui probablement n'a rien à voir avec la réalité parce que c'est ma version à moi, mais j'avais envie de raconter une version qui soit ni plus ni moins plausible puisque ça partait des mêmes éléments, mais juste pour avoir au moins une deuxième version. Par contre, moi il y a une chose qui m'a vraiment frappé, c'est le rapport que vous faites justement qui est tout à fait de notre époque. Bon, 2010 c'est pas si loin que ça, mais aussi bien en Israël qu'en France et même dans d'autres pays, c'est la question de l'honnêteté, du mensonge, c'est-à-dire que voilà, on nous ment sans arrêt, donc et c'est vrai que là aujourd'hui ça ressort tout ça. Et donc là, moi j'ai l'impression que le sujet central du film c'est ça. Tout à fait. On nous ment sans arrêt, mais non seulement on nous ment sans arrêt, mais on ment tous sans arrêt. On vit dans le mensonge. On stigmatise le mensonge. Alors, je suis pas en train de faire l'apologie de mensonge, je suis juste en train de dire que... Parce qu'on pourrait dans le film, on pourrait croire peut-être. C'est juste une question quelque part justement d'honnêteté, de reconnaître qu'on est tous menteurs à un moment ou à un autre. Que ce soit quand on est en retard à l'école et qu'on dit que le métro était en retard alors qu'on s'est juste pas réveillé, pour séduire une fille ou un garçon, on va se mettre un peu en valeur en embellissant la réalité, quand on va se maquiller, quand on va se porter des talons pour rentrer le ventre, pour cacher qu'on a quelques kilos en trop. Ça, c'est des mensonges qu'on accepte tous, ou même dans l'éducation de ses enfants, ou des choses qu'on ne veut pas dire, que ce soit le Père Noël, par exemple, ou d'autres choses. Et la question, c'est où est le curseur? Qu'est-ce qui est un bon mensonge ou un mauvais mensonge? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui l'est pas? Et en général, c'est les gens qui mentent qui décident où on le... Et alors voilà, c'est vrai que... c'est vrai partout, mais... la vie politique française, ne serait-ce que dans les 6 derniers mois, a son lot de menteurs, que ce soit sur des comptes en Suisse, que ce soit sur des, enfin voilà, toutes ces affaires, mais qui sont pas particulières à la France, qui sont vraiment particulières à cette époque, où tout le monde ment, tout le monde se ment, et on est quand même attiré par une sorte de vertu purement théorique, alors que voilà, on vit dans le contraire, et on est tous très avec facilité amenés à juger les autres alors qu'on ment pas beaucoup moins. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait, surtout quand on parle de services secrets. Oui, voilà, c'est le vrai parallèle avec les services secrets qui sont toujours là. Qui eux, pour le coup, sont des menteurs patentés, professionnels, mais qui eux en ont le droit, oui, quelque part, parce que c'est pour ça qu'on les paye, qu'on les recrute. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait, ce rapport au mensonge et à l'honnêteté et à ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Alors le film est une coproduction franco-israélienne ou israélo-française, je sais pas. Je pense que ça peut se dire dans les deux sens, que c'est le film a vraiment les deux. Il faut le voir en version originale parce que justement vous avez 50-50 aussi au niveau de dialogue. Alors les dialogues dans la version originale sont à 50-50. Effectivement, il existe en deux versions. Il y a un public qui est moins friand des films en langue étrangère, des films avec sous-titres, donc le public aura le choix entre la version originale ou la version française. C'est vrai que c'est un film qui va vite, où il y a une intrigue qui est complexe, qui a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses. Donc je comprends, c'est pour ça qu'on l'a fait, que une partie du public préfère le voir en français pour pouvoir faire plus attention à l'image et à ce qui se passe. Mais effectivement, il existe dans les deux langues, et dans sa version originale, c'est un film qui parle 50-50. Et qui fait intervenir des personnages français et israéliens, et qui mélange ces deux cultures, ces deux familles d'acteurs, et vous êtes marié comme votre premier film, vraiment avec une très grande... On sent que vous avez vraiment les deux cultures. Merci. C'est vrai que ça fait beaucoup partie de ce que je suis, et je crois qu'on a souvent tendance à faire des films qui nous ressemblent, et moi j'aime beaucoup le fait de porter un regard assez français sur Israël, que ce soit en termes de lieux de tournage. Par exemple, il y a beaucoup d'endroits où j'ai tourné à Tel Aviv où personne ne tourne parce que c'est des endroits qui sont négligés par les cinéastes israéliens. Et c'est pas une question de bien ou de pas bien, mais c'est juste que voilà, il y a une attirance particulière
d'un œil de quelqu'un qui a grandi en France, qui est habitué à l'architecture française, à l'esthétique française. Et c'est souvent quelque chose qu'on me fait remarquer après avoir vu le film, qu'il y a beaucoup d'endroits de Tel Aviv que les gens découvrent, par exemple, dans le film. Et pareil sur le mélange de ces cultures. J'essaie de faire jouer les Israéliens un petit peu en français aussi, les Français un peu en hébreu, et puis c'est un beau défi pour un acteur de s'essayer au jeu dans une autre langue, et puis de jouer avec des gens qui leur donnent la réplique, qui ont une autre expérience totale, une autre culture de jeu et ça fait ça crée quelque chose d'un peu neuf, d'un peu détonnant et que je prends beaucoup de plaisir à faire. Alors j'ai vu que vous avez failli être recruté par le Mossad en 1996. Non, alors ça c'est Daniel Levy. Ah, c'est Daniel Levy, c'est le personnage du film. C'est le personnage du film. J'ai cru qu'il y avait un amalgame aussi avec vous. Non, moi j'ai pas. Moi je pense que si le Mossad s'était penché sur mon cas, il m'aurait tout de suite considéré comme psychologiquement pas apte à servir. Vous avez fait J'ai fait l'armée, mais j'ai fait une petite armée. Une armée courte que je l'ai faite vieux. On peut faire des années courtes. Non, en fait c'est dégressif avec l'âge. Donc suivant l'âge auquel on s'installe en Israël, où on arrive en Israël, où l'armée vous approche. Donc moi j'ai fait une armée assez courte dans une unité de secourisme. Je suis secouriste civil, c'est-à-dire que lorsque dans les cas d'attaques de missiles ou de tremblements de terre ou de problèmes, on va chercher les survivants sous les décombres. Ce qui est d'ailleurs assez fascinant d'être soldat, mais avec une mission de sauvetage de vie, ce qui est assez paradoxal et ce qui est je trouve une jolie façon de servir. De servir surtout quand on est peureux et que voilà, moi si j'étais beaucoup plus courageux, je serais peut-être soit agent du Mossad, soit escroc international, mais comme la plupart des gens, je suis peureux, donc je fais ça dans mes films et pas dans la vie. C'est pour ça que votre personnage justement, lui, il peut. Voilà, lui il peut parce que sous les traits de Thomas Sisley. Voilà, je dis souvent que c'est son personnage est ce que j'aurais pu aimer être. Un peu plus beau, un peu plus séduisant, un peu plus sportif, un peu plus courageux, un peu plus téméraire. Moi je suis Vous êtes un cinéaste, c'est déjà beaucoup, parce que vous vous rendez compte justement avec des films comme ça, parce que l'humour, c'est pas de l'humour, ce sont pas des gags, c'est de la dérision, moi je trouve. Et donc on ne rit pas systématiquement aux mêmes endroits peut-être tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est du pince sans rire un petit peu, parce que même les agents du Mossad nous font rire, mais des fois on n'ose pas, parce qu'ils ont vraiment des gueules particulières. Oui, et puis j'essaye moi j'aime bien les montagnes russes d'une manière générale et je trouve que c'est plus intéressant de faire passer le spectateur du rire à la peur parfois et les situations dans lesquelles le spectateur ne sait pas s'il devrait rire ou pas, ou s'il peut rire ou pas, ou sur ce qui est abordé, puis et puis ensuite le prendre à contre-pied et avoir ce rire qui vient décharger la tension qui s'installe dans des scènes. Je trouve que c'est un vrai plaisir de réussir à tourner et à monter ça c'est vrai que je suis moins dans un registre de gags et ce qui est très bien. Moi c'est des films qui me font beaucoup rire. Ça va être un film d'espionnage complètement. Mais voilà, parce que c'est un film d'escroquerie. Trompé, voilà. Le but c'est pour pouvoir faire plutôt que juste raconter une escroquerie, je trouvais que le vrai défi était d'escroquer le spectateur et de l'empêcher de comprendre. Pas en payant sa place quand même. Pas en payant sa place. Voilà. Pas en payant sa place, mais en rentrant dans un film en pensant voir quelque chose et en ressortant en se disant mais c'est pas ce que je croyais voir et c'est encore mieux, j'espère. Voilà. La fin, c'est vrai, c'est tout à fait surprenante. En tout cas, nous on vous remercie d'avoir réalisé ce film et puis on attend le prochain. Donc le film sort mercredi 14 mai. 14 mai. Voilà. Je sais même plus quel mois on est. C'est demain, voilà. Dans toute la France. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel Nakache. Beaucoup, c'est moi.